Bonjour, bienvenue à ce webinaire des services éducatifs qui porte spécifiquement sur la résolution de problèmes en mathématiques avec des petits problèmes qu'on appelle problèmes sans nombre. Avec moi est présent mon collègue. Je vais le laisser se présenter, puis après ça, je reviendrai, je prendrai la parole à nouveau. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Alec Laporte, conseiller pédagogique en mathématiques au découvreur. Donc, je m'occupe évidemment des mathématiques au secondaire et du troisième cycle du primaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Marie Audet, je suis conseillère pédagogique en mathématiques au primaire aussi, principalement auprès des enseignants des premiers et deuxièmes cycles, mais avec Alec aussi, là, on travaille beaucoup en équipe, donc j'interviens aussi un petit peu au troisième cycle. Alors, c'est nous qui animerons le webinaire de ce midi. Donc, comme on l'a mentionné, c'est un webinaire qui est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube des services éducatifs. On mettra le lien, c'est-à-dire vous recevrez le lien par courriel dans quelques jours. Donc, sans plus tarder, allons-y. Il y aura une période de questions, évidemment, là, mais ça sera après l'enregistrement du webinaire. Donc, quelles sont les intentions de notre rencontre? Ben, c'est de se familiariser avec ce genre de tâches-là. Des problèmes sans nombre, des problèmes sans nombre, pardon. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement très connu, mais c'est drôlement intéressant. Ça a beaucoup de potentiel. Donc, on aimerait ça vous inciter à en faire, à les intégrer dans vos pratiques. Donc, l'intention du webinaire, c'est de répondre à nos 5 questions classiques. On va d'abord définir ce que c'est des problèmes sans nombre. On va aussi se demander comment ça se déroule, comment ça s'anime dans une classe. C'est quoi le rôle de l'élève? C'est quoi le rôle de l'enseignant? Pourquoi on en ferait? Quels sont les avantages? Parce qu'il y en a. Ça s'adresse à qui? On sait que vos classes sont de plus en plus hétérogènes. Donc, ça s'adresse à qui ce genre de problème-là? Et où est-ce qu'on peut trouver des problèmes sans nombre là, qui sont déjà prêts à l'utilisation ou parfois avec un minimum de travail, là, on est capable de les transformer. Donc, commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un problème sans nombre? Avant de se positionner sur la définition, on va plutôt se rappeler que souvent, hein, dans nos classes, on a des élèves qui font des problèmes mathématiques de façon vraiment automatique, sans réellement réfléchir, sans réellement les comprendre. Souvent, certains élèves vont utiliser à peu près tous les nombres qui sont présents dans les problèmes qui sont donnés. Oui, parfois, ils vont même utiliser des dates pour calculer. Ils ne vont pas nécessairement réfléchir à la pertinence de sélectionner tel ou tel nombre. Ils vont tous les prendre. Puis, des fois, ils vont se fier beaucoup aux mots-clés qui sont dans les problèmes sans nécessairement avoir décodé les relations qu'il y a dans les quantités. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vous présente ce type de problème-là aujourd'hui, parce qu'on veut justement empêcher un peu cette espèce de compulsion-là à calculer qu'ont certains élèves, quand, par exemple, ils se mettent à additionner tous les nombres qu'il y a dans le problème, ou on vient de faire 2 semaines de multiplication, ça doit être de la multiplication, puis ils se mettent à multiplier les nombres qui sont dans le problème sans vraiment se demander si c'est pertinent. Donc, des problèmes sans nombre, c'est des petits problèmes, là, c'est de courts problèmes dans lesquels on a retiré volontairement tous les nombres, justement pour empêcher les élèves de calculer machinalement. Puis l'intention, c'est vraiment d'amener les élèves à réfléchir au sens des mots qu'il y a dans ces problèmes-là, puis surtout aux relations qu'il y a entre les quantités en jeu dans les situations qui sont présentées. On veut vraiment qu'ils développent là, un bon sens des opérations. C'est ça l'intention avec ce genre de problème-là. Donc, quoi de mieux que de passer à l'action pour voir de quoi ça a l'air un problème sans nombre, comment ça se vit en classe. Donc, on vous a préparé un exemple qui est simple, là, c'est volontaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce midi. On veut que vous ayez le temps d'y réfléchir rapidement. Et c'est une bonne idée en passant hein, d'utiliser un problème, par exemple, d'un niveau inférieur quand vous allez commencer à faire ce genre de problème-là, parce que ça va donner le temps aux élèves de s'habituer à la structure puis à la façon de faire ce genre de problème-là. Donc, c'est un problème qu'on va vous présenter en 4 diapositives. On l'a vraiment décortiqué comme en 4 étapes qui vont être présentées successivement. Et chacune de ces étapes-là, chacune de ces diapositives-là, va être accompagnée d'un questionnement de la part de l'enseignant. On va laisser du temps pour les élèves, pour qu'ils aient du temps pour réfléchir et pour représenter là, leur raisonnement.
Donc, dans ce cas-ci, on proposerait du matériel là, de manipulation, là, du matériel de dénombrement. Par exemple, des jetons, des cubes emboîtables, des boutons, des trombones, des attaches à pain, peu importe. Là, on présenterait différents matériels, puis tous les élèves n'ont pas besoin d'avoir le même matériel. Si possible, de 3 couleurs différentes parce qu'on a 3 types de fruits différents dans notre problème, mais ce n'est pas obligatoire. L'idée, c'est de mettre un matériel qui est diversifié pour soutenir le raisonnement, mais on ne veut pas non plus induire une stratégie plus qu'une autre. Donc, dans ce problème-là, ben, il y a un seul énoncé. Là. En fait, il y a 2 énoncés, là, mais c'est vraiment très simple. Donc, on dit que Mme Agrume doit acheter des fruits. Elle achète des pommes, des oranges et des bananes. Il n'y a rien de plus que ça dans cette diapo-là. C'est notre première étape. Et là, on va laisser le temps aux élèves pour qu'ils réfléchissent, puis on va leur donner la parole entre chacune des questions qu'on va poser. Questions, vous n'avez pas besoin de les prendre en note. Là, on les a mis dans les diapos suivantes, les exemples de questions. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qu'on peut déduire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire? Est-ce que tu penses que Mme Agrume achète une grande ou une petite quantité de fruits? Est-ce que Mme Agrume va acheter la même quantité de pommes, d'oranges et de bananes? Qu'est-ce que tu penses qu'on recherche? Là, je vous envoie plein de questions, une à la suite de l'autre, mais évidemment, quand chacune des questions, on prendrait le temps de laisser, en fait, on laisserait le temps aux élèves d'y réfléchir puis d'y répondre. Alec parlera des modalités tantôt, là, mais c'est souvent quelque chose qu'on fait en grand groupe parce que c'est plus riche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Bien, ça serait intéressant de se demander ça dès le départ. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut chercher dans ce problème-là? Et on va prendre une des réponses des élèves en lien avec l'intention qu'on a, parce qu'on a déjà une intention derrière la tête en présentant ce problème-là. Par exemple, ça pourrait être combien de fruits Mme Agrume va avoir acheté en tout. Et là, on va se demander, d'accord, admettons que c'est ça la question, de quelles informations on aurait besoin pour poursuivre? Et on va. Désolée, je gère 2 écrans en même temps. Ce n'est pas nécessairement ma meilleure habileté. Donc, on vous donne un exemple de ce que ça pourrait être le travail de l'élève après cette première étape-là. On va lui demander de mettre son raisonnement en matériel concret, idéalement, là. Donc, on va lui demander de représenter ce qu'il comprend du problème. Alors, on n'avait pas grand-chose comme information. On avait que Mme Agrume achetait des fruits puis qu'elle achetait des pommes, des oranges et des bananes. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres de traces qu'un élève pourrait faire après la première étape, c'est-à-dire après la première diapositive. L'idée, c'est de faire évoluer la compréhension de l'élève au fur et à mesure qu'on va rajouter des informations, qu'on va rajouter des indices pour que sa compréhension se raffine. Dans ce cas-ci, on a représenté numériquement ce qu'un élève aurait pu faire là, avec du matériel concret, par exemple, des jetons. C'est un exemple, c'est un exemple vraiment arbitraire qu'on a mis là parce qu'il y aurait plein d'autres réponses possibles. En fait, dans ce cas-ci, à peu près tout est possible, sauf si un élève, par exemple, omettrait un des 3 fruits, là, mais sinon, peu importe les questions, peu importe les nombres qu'il met présentement, il n'y a rien qui dit que c'est pas bon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on évite d'entretenir l'idée que, en maths, il y a juste une réponse qui est bonne. À cette étape-ci, là, il y a beaucoup de représentations qui sont bonnes. On a mis un lien vers la feuille support. On suggère, là, on trouve que le 11-17, le format 11-17 est intéressant quand les élèves travaillent avec du matériel. Il faut qu'ils aient de la place pour structurer leur représentation. Si vos élèves travaillent plus avec des dessins ou même en symbolique, 8,5-14, probablement que ça ferait l'affaire. Ce qui sera intéressant, ce qui sera important, c'est de ne pas effacer, on le verra là, aux prochaines diapos. Ce qui sera intéressant, là, c'est de ne pas effacer, par exemple, les traces qu'ils ont faites à la diapositive 1 quand on sera rendu à la diapositive 2, parce que justement, on va se servir des traces qu'ils ont faites précédemment pour faire évoluer leur compréhension des relations qu'il y a dans ce problème-là. De plus, ça vous donne à vous, comme enseignant, un accès au raisonnement des élèves, donc c'est chouette. On vous fait une petite mise en garde. C'est un format modifiable qu'on vous a partagé pour la feuille support. Petite mise en garde, résistez à la tentation d'essayer de trop structurer la feuille parce que justement, on ne veut pas orienter la démarche. On veut vraiment favoriser une variété de stratégies personnelles et on pense qu'en la structurant le moins possible, donc vraiment 4 cases avec les titres, là,
c'est suffisant pour que les élèves soient capables de s'organiser. Deuxième diapo. Donc, Madame Agrumes doit acheter des fruits. Elle achète des pommes, des oranges et des bananes. C'est encore ce qui était précédemment. Et là, on a rajouté une phrase. Elle a acheté le même nombre de pommes que d'oranges. Attention, on a mis un énoncé qui est en gras juste parce qu'on est en présentation avec vous, puis on voulait rapidement que vous voyiez la différence entre les deux premières diapos. Mais avec les élèves, on ne mettrait rien en gras parce que justement, une des questions qu'on leur poserait, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu peux déduire? Bon, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins maintenant? Pourquoi tu penses ça? Quels sont les mots de l'histoire qui te font croire ça? Qu'est-ce que tu as appris avec cette nouvelle information-là? As-tu suffisamment d'informations maintenant pour résoudre le problème? Puis de quelles informations tu aurais besoin pour continuer? Encore une fois, c'est une banque de questions qui vous déterminerez là, qu'est-ce qui est pertinent à poser comme question en fonction du problème que vous aurez devant vous et des élèves, évidemment, qui sont dans votre classe, parce que ça va varier énormément selon qu'on enseigne au premier, au deuxième ou au troisième cycle. Donc, on vous a placé encore une fois ces questions-là et d'ailleurs, on vous les a mis, là, on vous a mis une banque de questions dans un document modifiable aussi. Il y aura un lien dans le support visuel qui sera accessible tantôt. Donc, dans ce cas-ci, ben, on a une information supplémentaire, c'est-à-dire que Mme Agrumes a acheté le même nombre de pommes que d'oranges. C'est la relation qui est mise en évidence par cet énoncé-là. Donc, on sait maintenant qu'on a la même quantité de pommes que d'oranges. Alors, dans notre première représentation, on avait mis 9 pommes et 7 oranges. C'est le contraire, pardon. 9 oranges et 7 pommes. Alors là, on a décidé de restreindre un peu. Alors, on a gardé le nombre de pommes à 7 et on a mis le nombre d'oranges à 7. C'est ce qu'on veut mettre en évidence dans cet énoncé-là, dans cette diapo-là. Puis, ben, les bananes, on n'a pas d'informations dessus, alors on n'a pas changé la quantité. On a placé en gris les petits jetons, là. Si vous avez vraiment beaucoup de matériel de manipulation en classe, ça serait chouette que les élèves laissent leur matériel pour la diapo 1 et qu'ils remettre du nouveau matériel pour la diapo 2, mais on est parfaitement conscient que ce n'est pas toujours le cas. Fort probablement que les élèves vont prendre le matériel de la diapo 1 puis vont le déplacer dans la case de la diapo 2. C'est juste plate parce qu'on perd la trace, mais quand c'est dessiné ou que c'est écrit avec du symbolique, bien là, à ce moment-là, on a cette information-là qui demeure. Troisième diapo. Donc, c'est ma troisième étape. Alors, on a encore Mme Agrumes qui doit acheter des fruits. Elle achète des pommes, des oranges et des bananes. Elle a acheté le même nombre de pommes que d'oranges, donc nos énoncés du départ. Et on rajoute, elle a aussi acheté 2 bananes de plus que de pommes. Encore une fois, on ne mettrait pas l'énoncé en gras là, parce que on veut que les élèves le déterminent, on veut que les élèves remarquent ce qui a été ajouté. Puis cette façon-là d'ajouter des énoncés, ben, leur fait porter leur attention sur une phrase à la fois. Là, on pense que c'est facilitant. Donc, on aurait à peu près la même banque de questions que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais la remettre. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu peux déduire? Est-ce qu'il y en a plus, moins ou autant maintenant? Pourquoi tu penses ça? C'est quoi les mots de l'histoire qui te font penser à ça? Qu'est-ce que tu as appris avec cette nouvelle information-là? Est-ce que tu as suffisamment d'infos pour résoudre le problème? Et quelles infos il te manque pour arriver à résoudre? Donc, dans ce cas-ci, pour la représentation de l'élève, la relation qu'on veut mettre en évidence, ben, c'est qu'il y a 2 bananes de plus que de pommes. Comme on avait 7 pommes, ben, on a rajouté 2 bananes. On a ajusté notre nombre, en fait, de bananes pour le ramener à le nombre de pommes plus 2. Nous, on avait décidé que c'était 7, mais quand vous le faites, vous pourriez décider que c'était autre chose parce qu'on n'avait pas l'information spécifique sur le nombre de pommes. Et on a placé en gris là, les traces qui étaient faites aux 2 premières étapes. Alors, dernière étape de notre problème. Madame Agrumes doit acheter des fruits. Elle achète des pommes, des oranges et des bananes. Elle a acheté le même nombre de pommes que d'oranges. Elle a aussi acheté 2 bananes de plus que de pommes. Et enfin, Madame Agrumes a acheté 3 pommes. Combien de fruits a-t-elle en tout? Donc là, j'ai vraiment une information spécifique. Et en plus, j'ai ma question sur qu'est-ce qu'on cherche. Donc, même principe. On a les mêmes questions qu'on avait tantôt. Encore une fois, on n'aurait rien mis en gras avec les élèves.
Mais on se pose, je m'excuse, j'ai vraiment de la misère à gérer le partage d'écran. Alec, tu as le droit de me ramener à l'ordre, hein? Donc, je m'excuse, c'était ça la question de l'énoncé qu'on ajoutait dans la diapo 4. Et nos questions, donc, même question que tantôt, mais on se rajoute quelles opérations mathématiques est-ce que tu vas utiliser pour, pour exprimer les relations qu'il y a? Pourquoi tu utiliserais ces opérations-là? Et enfin, est-ce que tu es capable de trouver la solution? Et là, dans ce cas-ci, la relation qu'on voulait mettre en évidence, en fait, il y en a plusieurs, c'est que si Mme Agrumes a acheté 3 pommes, ben, il faut que j'ajuste le nombre de pommes pour que je le ramène à 3. Conséquemment, le nombre d'oranges était égal, donc il faut que je rajuste ma quantité d'oranges et je rajoute aussi le nombre de bananes parce qu'on dit que c'est 2 de plus que le nombre de pommes. On a encore une fois gardé en gris ce qui avait été fait dans les 3 étapes précédentes et on est capable de solutionner le problème. On sait que Mme Agrumes a acheté en tout 11 fruits. Vos élèves sont bien habiles avec les représentations en modèle concret. Quand ils sont bien habiles aussi avec le dessin, ben, ils passent au symbolique. Et un autre support qui est chouette, c'est un espèce de schéma qu'on appelle le schéma partie-partie-tout. C'est vraiment intéressant pour amener les élèves à retrouver des termes manquants, peu importe où ils sont. Là, est-ce que c'est le terme initial, le terme de la modification ou encore le résultat final qui est cherché? Ben, ça amène les élèves à raisonner vraiment sur les relations qu'ils ont entre les quantités, puis ça les aide à traduire par une équation la relation qui est dans le problème. Donc, le support de trace, un petit schéma, par exemple, partie-partie-tout, là, c'est ça dont on vient de parler. Et tantôt, à la fin de la rencontre, on vous donnera la référence de 2 livres qui sont vraiment chouettes pour travailler justement ce genre de schéma-là, autant avec les structures additives qu'avec les structures multiplicatives. Enfin, ça se peut que vous craigniez que vos élèves soient pas assez habiles pour répondre aux questions qu'on pose. On vous rassure tout de suite, là, c'est une habileté qui se développe vraiment avec la pratique. Et ce qui peut être chouette, ce qui peut être facilitant, c'est de proposer une espèce de mur de mots, mur d'expression ou tableau d'ancrage avec des débuts de phrases pour exprimer leurs pensées. On pourrait, par exemple, débuter avec quelques énoncés. Là. On vous en a mis une dizaine, puis il y en aurait plein d'autres qui pourraient être pertinents. Mais vous pourriez commencer avec quelques énoncés, puis en rajouter d'autres progressivement pour les aider à exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils se demandent, exprimer leur accord, mais exprimer aussi parfois leur désaccord avec l'idée d'un autre élève. Puis évidemment que ça va être plus ou moins élaboré là, selon, encore une fois, que vous avez affaire avec des élèves du premier cycle, du deuxième ou du troisième. C'est hyper aidant pour les élèves pour lesquels la communication orale n'est pas facile, dont nos élèves allophones. Puis on se rappelle qu'en mathématiques, on a 3 compétences. Il y en a seulement 2 dont le résultat est communiqué au bulletin, là, résoudre une situation problème, puis raisonner à l'aide des concepts et des processus mathématiques. Mais on a une compétence qui s'appelle communiquer à l'aide du langage mathématique. Puis on doit la travailler et la résolution de problèmes est un contexte formidable pour travailler cette compétence-là. Donc, ça nous amène au contexte de réalisation et c'est Alec qui prend le relais pour la suite. Alors, merci Marie. Alors, pour la suite du webinaire, je vais vous parler surtout là, du contexte de réalisation, qu'est-ce que vous devriez faire a priori, comment vous le vivez en classe, etc. Donc, on vient de voir la chance, Marie nous a bien expliqué comment ça se vivait. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur la mise en place de tout ça. Donc, contexte de réalisation, ce qu'on vous suggère évidemment, c'est dans les premières fois que vous allez le faire avec vos élèves, c'est de travailler en grand groupe pour évidemment favoriser les échanges. Mais après quelques problèmes sans nombre, ce serait bien aussi peut-être de les faire travailler en diade, sous la forme évidemment pense, parle, partage, pour éventuellement, le but ultime, c'est le but de faire des problèmes sans nombre, c'est que les élèves s'améliorent en résolution de problèmes. Donc, évidemment, il faudrait qu'ils soient en mesure de faire ce travail-là seuls.
c'est vraiment important d'utiliser des ressources pour supporter le raisonnement, là, les matériels de manipulation, schémas, dessins, tout ce que Marie vous a expliqué tantôt. C'est vraiment une ressource qui est essentielle. Et aussi, évidemment, l'utilisation d'une feuille de support pour organiser les démarches comme celle que Marie vous a suggérée tantôt avec les diapos 1, diapos 2, diapos 3 et 4. C'est un bon modèle pour être en mesure de revoir les traces que les élèves ont fait. Pour ce qui est de l'élève, c'est quoi la posture de l'élève quand on lui présente un problème sans nom? Mais évidemment, c'est de prendre connaissance du problème, donc des énoncés qui seront écrits au tableau que vous allez pouvoir leur lire. C'est d'échanger, évidemment, de participer et d'échanger avec le groupe sur les façons d'aborder le problème. Ensuite de ça, ça va être d'effectuer des essais puis de garder des traces pour se réajuster au fil des nouvelles informations. C'est sûr et certain, tantôt, Marie en a pris on a commencé avec 9 oranges, 7 bananes. Ça se peut qu'un jeune enfant, lui, il a le panier d'épicerie et il le remplisse, là. Ça se peut qu'on ait 50 bananes, puis qu'on ait 60 pommes, puis donc le réajustement va se faire un peu plus loin, là, mais il faut quand même y penser. L'élève, évidemment, va devoir persévérer là, jusqu'à l'obtention de sa solution. Puis à la toute fin, évidemment, vous allez partager les stratégies puis les solutions avec votre groupe. Dans votre cas, comme prévoir, qu'est-ce que vous devez prévoir a priori, mais là, vous dites, OK, je me lance, je fais des problèmes sans nombre avec les élèves. Évidemment, vous allez devoir vous créer un premier modèle que vous pourrez utiliser par la suite, mais c'est de préparer évidemment vos diapositives. Je vais y revenir un petit peu tantôt, mais vous avez compris qu'on avait 4 diapositives tantôt. Les problèmes sans nombre, souvent, vont se faire justement avec 4 diapos. La première dans laquelle il n'y aura évidemment pas de nombre, jusqu'à la dernière qui sera la solution finale. Ça va vous demander évidemment de préparer la feuille de support. Ça va aussi vous demander de préparer aussi, d'anticiper les difficultés que les élèves pourraient avoir avec le problème que vous allez lui suggérer. Puis ces difficultés-là, vous allez anticiper, mais c'est ce qui va vous amener à prévoir les bonnes questions à poser là, afin d'animer votre discussion avec vos jeunes. Comme Marie l'a suscité, ça peut être important aussi de peut-être prévoir des débuts de phrase, comme elle a expliqué. Comme elle explique avec un tableau d'ancrage tantôt. Donc, si vous voyez avec le type de problème que vous avez choisi, il y a peut-être certaines de ces débuts de phrases-là pour amener les élèves à poser les bonnes questions. Puis, évidemment, vous allez devoir planifier votre matériel de manipulation là, qui va être possible d'utiliser pendant l'activité et selon le choix du problème que vous avez fait. Pendant l'activité, évidemment, c'est de laisser les élèves s'engager dans la tâche. On essaie d'intervenir le moins possible, à part le fait que vous animez et que c'est vous qui posez les questions, mais on essaie vraiment de laisser les élèves s'entraider ensemble. Donc, il faut juste s'assurer qu'il y a une excellente compréhension du problème qui est posé, de questionner vos élèves pour susciter une réflexion. Comme on disait, des exemples, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins qu'avant? Il y en a-tu autant? Pourquoi tu penses ça? Peux-tu me l'expliquer davantage? Puis, on l'a dit tantôt, quand on fait un problème, une résolution de problème, c'est surtout le sens des mots, puis les relations qu'il y a entre les données qui sont importantes. Donc, c'est important de faire ressortir justement les mots de l'histoire. Puis, quels sont les mots d'histoire qui te font croire qu'on va devoir faire une addition ou qu'il y en a autant et ainsi de suite. Puis, peux-tu m'illustrer le problème, évidemment, avec des jetons ou des dessins? C'est la partie qui va vous laisser des traces. Et évidemment, des fois, comme prof, on est vraiment rapide parce qu'on veut avancer, on a d'autres choses à faire dans notre période, mais il faut quand même s'assurer de laisser suffisamment de temps à nos élèves de se réajuster, de réajuster leur compréhension, puis la représentation qu'ils étaient en train de faire tantôt sur notre feuille support. À la fin de l'activité, maintenant, les élèves ont trouvé leur solution, mais c'est important de faire un retour, petite régulation à la toute fin avec nos élèves. Donc, des petits exemples de questions qu'on pourrait poser. Pourquoi vous avez débuté avec ces nombres-là, par exemple? Pourquoi il y en a qui ont commencé avec des grandes quantités, des petites quantités? Donc, de poursuivre la discussion avec eux. De revenir, comme je disais tantôt, quels sont les mots qui vous ont permis de déterminer quelle opération choisir à la toute fin, ou les mots qui représentaient une relation entre les données. Puis finalement, quelles étaient les informations qui étaient importantes dans ce problème? On vous a donné ici un problème dans lequel les seules données qu'on a utilisées, qu'on a écrites, on devait les utiliser. Il n'y a rien qui vous empêche dans un problème sans nombre d'ajouter des informations, des nombres, peu importe, qui seraient non pertinents.
Hein, ça changera rien. Ça serait une bonne idée parfois à un moment donné de le ramener. Elle va dans une épicerie, elle achète des fruits, des bananes, mais elle avait un choix de 5 fruits. Oh, tout d'un coup, est-ce que le 5, est-ce qu'il va être utile, pas utile? Et parmi les discussions, ça va être des choses intéressantes. Les avantages des problèmes sans nombre, mais vous avez pu l'observer, vous y avez sûrement pensé en même temps, mais ça l'oblige effectivement l'élève à se faire une image du problème. Moi, c'est important de se faire un plan au départ, mais d'avoir une image du problème. OK, je suis en train de le voir, elle a des fruits, elle a un gros panier d'épicerie, elle a mis des fruits dedans, je suis capable de me l'imaginer. Ça l'amène l'élève à réfléchir au sens des mots et aux relations, je l'ai dit suffisamment. Ça l'empêche évidemment l'élève de faire des calculs dès qu'il voit des nombres. Et surtout, c'est ce qui ressort des fois dans les séances, c'est que les élèves, on dirait qu'ils n'ont pas lu, ils ont mal lu, ils ont fait des calculs. Bref, c'est ce que ça fait travailler le type de problème sans nombre. Ça favorise le raisonnement puis le développement des stratégies de résolution de problèmes. Parce que plus on va en vivre comme ça, là, je suis en train de me rendre compte que chaque phrase est importante. Les données, je suis mieux de voir qu'est-ce qui se passe entre chacune des données avant de continuer mon problème. Et ça va vous permettre, évidemment, là, comme vous, comme enseignant, avoir accès au raisonnement de votre petit loup. Évidemment, ce type de problème-là s'applique vraiment à tout le monde. C'est vraiment des tâches qui sont inclusives. Ça favorise le développement des habiletés chez tous vos élèves. Fait que tout le monde est capable de faire ce type de problème-là, surtout quand on les fait en grand groupe au départ. Ou on peut trouver des problèmes de type sans. On vous suggère pour l'instant, il y a un site qui s'appelle Numberless Word Problems. Il est en anglais. Mais c'est un site dans lequel tous les problèmes qu'on va retrouver là-dedans, c'est vraiment que des problèmes sans nombre qui sont facilement traduits, qui sont faciles à traduire. Puis même des fois, s'il y en a qui disent Hey, c'est un petit peu difficile en anglais, ben, je vous suggère d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser ChatGPT ou Copilot. Je l'ai fait avec quelques problèmes. On prend le problème, on le rentre dedans, on lui demande est-ce que tu peux me le traduire en français? Puis qu'est-ce qui ressort comme traduction? C'est vraiment très bien, très bien fait. On a toujours le site web des services éducatifs, qui est celui du primaire, dans lequel Marie a mis un lien qui va vous amener directement à quelques tâches qui ont été traduites ou qu'on va en traduire encore quelques-uns. Puis je vous dirais que celui que je trouve de loin le plus intéressant, c'est l'approche écologique. Et l'approche écologique, c'est quoi? Mais c'est celui que vous avez dans votre matériel didactique. C'est de prendre des problèmes que vous avez déjà et de les transformer en problèmes sans nombre. C'est vraiment la façon la plus simple. Donc, c'est facile, ça se fait en 5 étapes. Première étape, prendre un problème qui existe. J'observe 32 pingouins sur une banquise. Il y en a 5 d'entre eux qui dorment. Combien de pingouins ne dorment pas? Je prends mon problème, parfait. Première étape, j'enlève tous les points, j'enlève tous les noms. J'observe des pingouins sur une banquise, certains d'entre eux dorment. Et là, je peux commencer ma tâche avec les élèves, poser des questions. OK, s'il y en a qui dorment, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Sont-ils en train de s'amuser? Sont-ils en train de glisser? Sont-ils en train de placoter? Y en a-tu beaucoup? T'en vois-tu beaucoup dans ta tête présentement des pingouins? Y a-t-il un petit groupe de pingouins? C'est un gros groupe de pingouins qui est sur la banquise? Et ainsi de suite. Ensuite, on va intégrer à chacune des étapes suivantes une donnée. Donc, on observe 32 pingouins sur notre banquise. Certains d'entre eux dorment. Ça se peut que, là, ici, on a un problème qui est vraiment simple. Ça se peut qu'au 3e cycle, vous ayez des problèmes un peu plus complexes. Il n'y a rien qui vous empêche d'introduire 2 données au lieu d'en introduire qu'une seule. Si vous avez un problème dans lequel il y a un peu plus de données, ce n'est pas un problème. Là. Si vous n'êtes pas limité, je dois en rentrer juste un. Vous comprenez le principe. L'idée, c'est d'amener l'élève à réfléchir une diapo à la fois. Ensuite de ça, on observe 32 pingouins sur une banquise. Il y en a 5 d'entre eux qui dorment. La question est toujours pas posée. On est à notre diapo numéro 3. Ici, je peux ajouter encore soit un nombre, ou bien ça pourrait être une contrainte, comme on avait tantôt. Il y avait 3 bananes de plus que. Ça pourrait être ça aussi. Et finalement, quand on arrive à notre dernière partie, c'est d'ajouter tout simplement la question au problème. Dans ce cas-ci, on voulait savoir combien de pingouins ne dorment pas. Puis alors, c'est vraiment la façon que je trouve la plus simple, c'est de prendre un beau problème que vous aviez peut-être déjà dans votre cahier d'exercice. Celui-là, vous le modifiez rapidement. Vous faites un beau petit modèle de problème sans nombre à 4 diapositives. On écrit la question,
on enlève les valeurs, on en rajoute une à la fois, on pose la question à la toute fin, et vous êtes prêt à avoir une multitude de problèmes sans nombre dans vos fichiers, dans vos dossiers. Marie parlait tantôt de 2 ressources pour travailler le sens des opérations. Le premier, c'est représenté pour mieux raisonner. Addition et soustraction, c'est fait par Elena Poloskaya avec Claudine Gervais et Annie Savard. Et ils ont écrit ces 3 mêmes auteurs, mais avec quelqu'un de plus, Marie-Sophie Gélina, qui, eux, ont fait le deuxième, qui est représenté encore une fois pour mieux raisonner, mais c'est multiplication et division. Donc, 2 belles lectures là, pour travailler le sens des opérations et tout. C'est vraiment très, 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 très bien. Et pour conclure, eh bien, les types de problèmes sans nombre, ben, c'est des puissantes activités. Pourquoi? Mais évidemment, construire et solidifier la compréhension conceptuelle. Ça travaille encore notre flexibilité, la fluidité en mathématiques. Ça développe des stratégies de résolution de problèmes, et Dieu sait que c'est ce qu'on a de besoin. On fait travailler ces élèves-là justement pour qu'ils développent des stratégies, non pas qu'ils se lancent dans des calculs. Donc, de raisonner, de justifier leurs solutions, puis de faire de sa classe vraiment une communauté d'apprenants qui est riche et agréable de travailler. Et à la fin, on a évidemment, si vous voulez nous rejoindre, bien, vous avez nos adresses de courrier et on a mis le lien vers le support visuel. Vous l'avez ici à la toute fin. Marie va quand même vous envoyer le lien vers le support visuel plus tard, un petit peu plus tard, comme tu disais. Alors, ça mettrait fin présentement à la diffusion du webinaire. Je vais laisser Marie arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse répondre à des questions. J'ai juste 2 petites précisions à ajouter, Alec. Première, en fait, c'est une question pour toi. Alec, comment se comportent les élèves les premières fois qu'ils font des problèmes sans nombre, particulièrement les élèves forts? Bien, habituellement, ça les déstabilise. La première chose que ça va faire, ça va les déstabiliser parce qu'un élève fort, c'est celui qui aime habituellement trouver la réponse le plus rapidement possible, démontrer sa grande capacité en mathématiques et de prendre n'importe quel chiffre peut-être et même les calculer. Et là, c'est comme si ça fait tout d'un coup, oups, là, je ne sais pas quoi faire. Là, je suis comme, ben, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il va me dire, ben là, j'ai pas de nombre, comment je peux faire, etc. Fait que justement, ça va déstabiliser un petit peu les élèves forts au départ. Ça, c'est sûr et certain. Ça va aussi déstabiliser les élèves faibles parce que juste le fait qu'il n'y ait pas de nombre, c'est pas le fun, ils n'aiment pas ça. Mais particulièrement, les élèves forts vont être déstabilisés. Autre chose, on va ajouter dans les prochains jours, là, on aurait aimé ça avoir le temps de le faire pour le webinaire, mais on n'a pas eu le temps de le faire encore. On va rajouter dans les 2 classrooms, là, celui du premier cycle et celui du 2e et 3e cycle, on va rajouter une section problèmes sans nombre avec les liens, entre autres, du site web qu'on a partagé, mais aussi, là, on va vous faire un canevas là, pour avoir des diapos, puis on va vous en traduire quelques-uns. Je m'engage à le faire dans les prochains jours, là, disons d'ici la fin du mois de mars, il y aura ces sections-là dans les 2 classrooms. Donc, j'arrête l'enregistrement et on peut Oui, et passer répondre aux rapidement à des questions. Il y a beaucoup questions. de gens dans le Oui, les clavardage qui nous cloches disent que la sonnent. cloche sonne.